En 1997, une situation terrifiante, ou plutôt plusieurs d'entre elles, est survenue sur la station spatiale Mir. Ces stations sont souvent comme des maisons dans l'espace, avec un équipage d'astronautes qui y vivent et y travaillent. Dans les années 80 et 90, Mir était une merveille de l'accomplissement humain, un immense laboratoire flottant. Mais elle n'était pas sans danger et incidents horribles. En février 97, l'astronaute Jerry Linenger vivait et travaillait sur Mir avec ses coéquipiers. Puis, une nuit, les choses ont terriblement mal tourné dans le module Kvant-1, un générateur d'oxygène, une machine qui brûle des produits chimiques pour libérer de l'oxygène respirable, a soudainement pris feu. Ils étaient piégés dans un espace minuscule et clos, avec la fumée remplissant l'air, et il n'y avait littéralement aucun moyen de s'échapper. Le feu a brûlé pendant 14 minutes. Il a rempli la station de fumée si épaisse que les astronautes ne pouvaient même pas voir leurs propres mains. Ils ont immédiatement saisi les masques à gaz, qui auraient dû être leur bouée de sauvetage. Malheureusement, les masques n'ont pas fonctionné pour tout le monde. Au moment de l'incendie en 97, Mir avait déjà 11 ans, bien au-delà de sa durée de vie prévue. L'équipement, y compris les masques à gaz, s'est très probablement dégradé au fil du temps en raison des conditions difficiles dans l'espace. Mir a subi des missions de ravitaillement régulières, mais le maintien régulier est difficile en raison du coût élevé et de la complexité des missions spatiales. Et lorsqu'ils ont essayé de saisir les extincteurs, ils les ont trouvés attachés au mur trop fermement pour être utilisés facilement. Ce n'était qu'un désastre après l'autre. Heureusement, le feu s'est finalement éteint de lui-même, mais pas avant d'avoir laissé des brûlures sur certains membres de l'équipage. Linenger, qui était un médecin formé, a traité ses coéquipiers. Il a également rédigé un rapport pour la NASA concernant l'incident. Mais la NASA a minimisé l'événement, le considérant comme une expérience d'apprentissage, utile pour les futures missions. De plus, ce n'était pas le premier incident de ce type. Lors d'une expédition précédente sur Mir, le générateur d'oxygène avait également brûlé pendant quelques secondes. L'enquête a révélé que la cartouche du générateur d'oxygène était contaminée par quelque chose, très probablement des hydrocarbures provenant de gants en latex. Et ce n'était que le début. Quelques mois plus tard, en juin, un autre incident s'est produit avec un astronaute anglo-américain, Mikhail Foal, et deux de ses coéquipiers, Vassili Tsibliev et Alexandre Lazutkin. Foalé parle couramment le russe, c'est donc ainsi qu'ils communiquaient. Michael avait entendu parler de l'incendie précédent, mais pensait que maintenant que c'était réparé, il ne devrait plus y avoir de problème. Si seulement il avait su. Un jour, un vaisseau cargo appelé Progress était censé apporter des fournitures à la station. Des choses comme de la nourriture et du matériel. Il était en train de s'amarrer lentement. Et puis, soudainement, il s'est écrasé contre Mir. Cela est arrivé de nulle part. La collision a provoqué un trou dans l'une des pièces de Mir, appelé le module Spectre. L'air a commencé à s'échapper vers l'espace à travers le trou. C'est la chose la plus effrayante qui puisse se produire dans l'espace. Sans air, les astronautes n'auraient pas pu survivre longtemps. Ils n'avaient été que 23 minutes avant de perdre connaissance. Les oreilles de Foal commencèrent à crépiter alors que la pression diminuait. Mais heureusement, ils avaient tous suivi l'intense entraînement de la NASA et étaient préparés pour ce genre de situation. Michael se dirigea vers la capsule Soyouz, un canot de sauvetage de la station spatiale. Si la situation empirait, il prévoyait de l'utiliser pour retourner sur Terre. Il attendait ses coéquipiers, mais à sa grande surprise, ils ne se montrèrent pas. Au lieu de cela, ils sont restés sur place pour trouver la fuite et réparer la station. Dans des situations comme celle-ci, il est conseillé de ne pas prendre de risques et d'évacuer. Mais Vassili et Alexandre ont décidé de tenter de la sauver. Michael les attendait, mais il pouvait les entendre crier entre eux en russe alors qu'ils essayaient désespérément de réparer les choses. Le temps pressait. Il ne restait que 7 minutes d'air. Et finalement, ils ont réussi à sceller le module endommagé et à arrêter la fuite d'air. Mais juste au moment où ils pensaient ne pouvoir souffler, un autre problème est survenu. L'accident avait endommagé les panneaux solaires de la station. En quelques instants, toute la station spatiale a perdu toute son alimentation électrique. Plus de lumière, plus de ventilateurs pour faire circuler l'air, et aucun moyen de communiquer avec qui que ce soit sur Terre. Et pour empirer les choses, à cause de la collision, Mir s'est mise à tourner de manière incontrôlable. C'était une catastrophe totale. Michael a eu une idée pour arrêter la rotation. Il pourrait utiliser le moteur de la capsule Soyouz pour pousser la station et la stabiliser. Ils ont décidé d'essayer. Malheureusement, la première tentative n'a fait qu'empirer les choses. La rotation s'est accélérée. Mais ils ont décidé de réessayer, cette fois-ci, en utilisant de courtes impulsions du moteur. Et finalement, cela a fonctionné.
La station a cessé de tourner, et ils étaient de nouveau en sécurité. Et on pourrait penser qu'ils rentreraient chez eux après ça. Mais même après cette expérience terrifiante, Michael était resté sur Mir pendant encore 4 mois pour terminer sa mission. Plus tard, en 1999, il est retourné dans l'espace et a même établi un record pour la plus longue sortie dans l'espace à l'époque, 8h30 à l'extérieur du vaisseau spatial. Mais la situation de Mir ne cessait de se détériorer. Le stress de vivre là-bas était si intense que Vassili Tsibliev développa des problèmes cardiaques au cours de cette mission. La même année, littéralement quelques mois plus tard, en août, un autre désastre survint. L'ordinateur principal tomba soudainement en panne. Cela laissa la station dériver simplement dans l'espace sans aucun contrôle. Sans cet ordinateur, Mir ne pouvait pas aligner ses panneaux solaires avec le soleil. Cela signifiait que les batteries de la station se déchargeaient rapidement. Dans l'espace, pas d'énergie signifie pas de communication et pas de support de vie. Et vous souvenez-vous du vaisseau de ravitaillement Progress ? Eh bien, cette panne de courant s'est produite exactement lorsqu'un autre vaisseau Progress tentait de s'amarrer, tout comme la dernière fois. Mais maintenant, les ordinateurs qui contrôlaient le processus ne communiquaient pas correctement entre eux. Le commandant Anatoly Solovyov a dû prendre le contrôle manuellement. Et cela est devenu compliqué. Comme les moniteurs du vaisseau Progress ne fonctionnaient pas, il a dû utiliser un moniteur sur Mir pour voir ce que le vaisseau de ravitaillement voyait. C'était comme essayer de garer une voiture en utilisant les images d'une caméra sur le tableau de bord de quelqu'un d'autre. Lorsque le vaisseau de ravitaillement était à seulement quelques pieds de l'amarrage, l'écran devint complètement noir. Solovyov ne pouvait rien voir. Il ne pouvait que prier et deviner. Miraculeusement, il réussit l'amarrage. Mais l'ordinateur principal était toujours en panne. Et Mir tournait rapidement. L'équipage devait économiser au maximum l'énergie restante et arrêter la rotation. Ils ont éteint tous les systèmes non essentiels et se sont précipités vers la capsule Soyouz. Ils ont décidé d'essayer ce que Michael avait fait avant eux, actionner les moteurs de la capsule par brèves rafales pour ramener Mir en position. Ils ont dû piloter la station manuellement et, sans outils modernes pour les guider, ils ont dû se fier aux étoiles, comme les marins il y a des centaines d'années. Enfin, la rotation s'arrêta. Mais ils n'avaient encore que quelques jours d'air. Après cela, ils devraient se fier aux bougies chimiques, des dispositifs qui brûlent pour produire de l'oxygène, mais qui présentent également un risque d'incendie. Et le feu, comme l'histoire de Mir le montrait, n'était pas quelque chose avec lequel ils voulaient jouer. Alors que les scientifiques tentèrent de rassurer tout le monde sur Terre que la situation était maîtrisée, l'équipage a commencé à réparer l'ordinateur en panne. Cette tâche a pris des heures, le tout dans l'obscurité car il n'y avait pas de panneau solaire. Mais d'une manière ou d'une autre, ils ont réussi à le réparer. Après cela, les astronautes ont dû s'orienter vers le Soleil pour recharger les batteries de Mir. Ce n'est qu'alors qu'ils pouvaient envisager de s'attaquer à la longue liste d'autres réparations, comme réparer le module Spectre qui était encore endommagé. Mir s'était transformée en une émission de télé-réalité de survie. Une fois que Mir avait plus de 10 ans, elle est devenue célèbre pour ses intérieurs exigus et encombrés. Elle était remplie d'équipements cassés, de provisions restantes, de tuyaux qui fuyaient et de toutes sortes de détritus étranges flottant partout. Les astronautes disaient qu'il était difficile de se déplacer et que c'était comme vivre à l'intérieur d'un sous-marin sale et qui fuit. Un autre problème majeur était la moisissure. Elle a commencé à se développer sur les murs, dans les bouches d'aération et même sur les objets personnels des astronautes. Imaginez devoir gérer tout cela en apesanteur tout en essayant de mener des expériences. Enfin, en mars 2001, après 15 ans dans l'espace, Mir a finalement été désorbité intentionnellement. Il s'est désintégré dans l'atmosphère terrestre et s'est consumé au-dessus de l'océan Pacifique. Malgré tous les problèmes, Mir a ouvert la voie à la Station spatiale internationale qui fonctionne encore à ce jour.